En mars prochain, alors que certains iront se réchauffer dans le sud, d'autres partiront pour se préparer à une expédition dans les hauts sommets de l'Everest. Eh bien, il s'agit de l'alpiniste François Guitty-Vierge et de son coéquipier Sébastien Audy qui s'envoleront vers le Népal. Monsieur François Guitty-Vierge est résident de Saint-Féréol-les-Neiges et nous le recevons aujourd'hui pour en parler. Bonjour, Monsieur Guitty-Vierge. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Vous revenez tout juste du Kilimandjaro. Juste spécifier que ce n'est pas la même expédition que M. Bruno pour les enfants atteints du cancer. Vous, c'était plus axé, plus personnel et sur le 400e. On a croisé M. Bruno. Okay. Nous, on venait de faire le Kilimandjaro, puis on l'a croisé, puis lui, il partait pour le faire. OK. Fait qu'on a été bien contents de le saluer, puis de dire un petit peu comment est-ce qu'on avait vécu notre expérience. Nous, on a atteint le sommet le 5 janvier, à 6 heures du matin. On a monté durant la nuit, puis ça s'est bien passé. On a eu des bonnes conditions météorologiques, là. C'est sûr que le Kilimandjaro, quand les conditions sont difficiles, avec de la neige, des forts vents, tout ça, du grésil, de la pluie, les tentes qui arrachent, là, c'est pas possible non plus, là. Mais c'est pas une montagne facile, là, c'est pas un pique-nique, là. Mais c'est sûr que ça a été là, vraiment là, toute une belle ascension. Est-ce que c'est différent, l'expédition avec sa compagne qu'avec des coéquipiers? Est-ce qu'on est plus stressé vu que c'est comme notre compagne? Comment ça fonctionne? Bien, moi, j'étais là pour l'encourager, puis le Kilimandjaro, c'était sa première grosse expédition. Okay. Fait que Lynn, elle a bien fait ça comme une grande fille. Elle a monté jusqu'en haut. J'étais très fier d'elle. Puis je pense qu'elle a... j'ai dû la supporter là, moralement, la motiver à être son coach un peu, là, mais pas trop, tu sais. Puis, vous étiez préparé déjà à l'avance? On a fait beaucoup d'entraînement, monter le Mont-Saint-Anne, faire de la raquette, faire du ski de fond. Fait qu'elle était préparée physiquement, mais c'est toujours un peu nerveux, tu sais, de voir ça, là. Grosse montagne de 5895 mètres, là. C'est un parcours de 100 km, 7 jours, entrecoupé de places là, de camping à 3008, 4000 mètres, puis le dernier camp, il est à 4006. Fait que là, ce camp-là, bien, t'as de la misère un petit peu à respirer, t'as mal à la tête un peu. Il faut boire beaucoup d'eau, il fait froid un petit peu plus. Vous avez été planté le drapeau du 400e de Québec, en haut. Oui. C'est une de vos tâches, en fait, parce que vous êtes, en fait, un des représentants pour ce qui est du 400e au niveau sportif. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à y aller avec ce drapeau-là? Est-ce que c'est... Bien, en fait, pour moi, c'est une super grosse symbolique là, d'amener le drapeau du 400e là, au sommet de l'Everest. Fait qu'on a comme fait une prélude en montant le Kilimandjaro. C'était déjà dans mon programme d'entraînement pour l'Everest là, de faire le Kilimandjaro parce que c'est comme un incontournable avec la Concagua, qui est une autre montagne en Argentine qui te permet de vivre des moments d'altitude. Tu sais, tu pars pas à l'Everest sans avoir fait là, un 6000 ou un 8000 ou au moins une montagne, tu sais, en altitude. Là. Fait que, comment on se prépare justement pour monter le Kilimandjaro? On a de l'entraînement, j'imagine. J'imagine qu'on va se préparer au niveau du corps, au niveau de l'esprit aussi. Comment ça fonctionne? Bon, bien, c'est sûr que la première démarche, là, c'est d'accepter ton départ puis de réserver tes billets d'avion. Oui, ça, c'est vraiment ça qui est le plus dur à faire, finalement, à un moment donné, c'est de prendre la décision d'arrêter le temps, d'arrêter le travail, de changer ton quotidien pour décider que tu pars en voyage, que tu te ramasses des sous, puis tu te payes un voyage là, en Afrique. C'est pas donné là, non plus. Là. Fait que magasiner tout ça, puis finalement réserver son billet. Là, à partir de ce moment-là, tu as déjà un entraînement préalable. Là. Moi, j'en fais depuis ma tendre enfance. Là. C'est sûr que je fais toujours du sport, du vélo, du ski de fond, de l'escalade, de la raquette, du camping, de la via ferrata. Je suis un passionné sportif, j'aime ça. Fait que c'est de maintenir une condition physique toujours assez élevée pour que quand tu arrives des expéditions comme ça, tu sois bien préparé.
Fait que, physiquement, j'étais prêt pour ça. Ma blonde, elle a dû faire un petit peu plus d'efforts, se préparer, faire 3-4 fois par semaine de la marche, puis du ski de fond, puis tout ça. Pour se préparer. Ouais. Pour ce qui est de l'Everest, que vous allez, en mars prochain, vous allez partir pour le Népal. Vous avez fait un repérage il y a 2 ans. Oui. Vous êtes allé au camp de base. Donc là, on est prêt, on est vraiment prêt. Est-ce qu'on se sent prêt pour partir? Ben oui. On partirait demain matin, là? Ben, pas demain matin, mais déjà, c'est bientôt. Là. Je pars le 27 mars. Fait que le 27 mars, là, qu'est-ce que je fais présentement comme entraînement? C'est encore de l'escalade de glace, du ski de fond, de la marche en montagne. Je monte le Mont-Saint-Anne plusieurs fois par semaine. Puis je maintiens la forme niveau physique que j'ai tout le temps, je la maintiens. Et puis, je vais tomber au repos à partir du 15 mars, là. OK. Où que, tu sais, là, je vais plus relaxer, là, puis essayer de prendre du poids, puis de manger beaucoup. Ah oui? Parce que là-bas, on va en perdre beaucoup aussi. Tu as une perte d'appétit avec l'altitude. Puis, c'est sûr que là-bas, la nourriture n'est pas aussi en quantité puis en qualité. Ce sont des rations? Est-ce que ce sont des rations pour Non, manger? c'est préparé sur place par une équipe de cuisiniers, puis de porteurs qui montent les bagages au camp de base. OK. Ça a duré une semaine, la marche d'approche, pour se rendre au camp de base de l'Everest. Puis là, ils montent de la bouffe en masse, puis ils vont en rechercher à toutes les semaines. Là, en bas, ils se font monter là, des patates, là, puis des... pas de les salades, là. Il n'y a pas de ça va être salade, quelque chose là, de puis des tomates. bourratif, là. C'est des patates, du riz, de la viande, des œufs. Ils vont te servir des crêpes, des choses comme ça, là, OK. tu sais, puis des pâtes. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est le manque d'oxygène ou le froid, dans votre avis? Je pense que c'est plus le manque d'oxygène parce que le froid, nous, les Québécois, bien, on vit dans un pays nordique, on est acclimatés au froid, mais on n'est pas acclimatés à l'altitude. Les Sherpas, eux autres, sont acclimatés à l'altitude, mais sont moins acclimatés au froid. Parce qu'ils vivent dans des pays où c'est pratiquement la jungle en bas. Là. Puis c'est sûr que plus tu montes en montagne, plus il fait froid. Fait que quand tu arrives au sommet du Mont Everest, il fait moins 40, là, puis il vente à 80 km/h, bien, il faut que tu aies les meilleurs équipements, puis il faut que tu sois préparé pour ces grands froids-là. Qu'est-ce qui est le plus intéressant, monter, descendre ou être au sommet? Je pense que c'est l'accomplissement dans son ensemble, OK? Parce que de ce que j'ai su des autres alpinistes qui ont monté l'Everest, c'est que quand tu arrives en haut, tu es un peu sur un effet euphorique. Tu t'en rends même pas compte, quasiment. Tu sais même pas quoi dire. Tu es comme bouche bée, puis tu le réalises pas encore. C'est un peu ça qui est arrivé aussi sur mes autres montagnes. Fait que j'ai pas l'impression que le sommet, ça va être la grosse... Souvent, c'est quelques pas avant le sommet ou 1 heure avant ou une demi-heure avant, quand tu es certain que tu vas atteindre le sommet. Là, ça, c'est le fun à ce moment-là.